Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique, et ce soir nous allons de nouveau nous intéresser aux méchants, et plus précisément on va chercher à comprendre comment faire pour avoir un bon méchant. Pour répondre à cette question, on va étudier différents méchants de la pop culture et comprendre quel est leur fonctionnement, quel est leur état d'esprit et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter à la table de jeu. Nous avons l'incompris. Par exemple, Mr. Freeze dans Batman ou encore Thanos dans Avengers Infinity War. C'est un personnage que j'apprécie particulièrement en jeu. Il a des objectifs importants qu'il place au-dessus de tout le reste et malgré ses agissements, il est persuadé d'être dans son bon droit et ne se considérera jamais comme un méchant. Et si je commence par lui, c'est parce que justement je considère que c'est une valeur qui est importante. Votre méchant sera sûrement plus intéressant s'il ne se considère pas comme tel. Car sorti des sorciers maléfiques des années 70, avoir un méchant qui a un véritable but le rendra plus attachant, et le combat final n'en aura que plus d'impact. Généralement, il ne s'intéressera que très peu aux joueurs, les considérant comme une gêne tout au plus. Il ne se détournera pas de ses objectifs, et sera prêt à utiliser tous les moyens pour ça. Ce genre de méchant va pouvoir apporter une valeur cinématographique à vos parties, car la subtilité fait rarement partie de ces valeurs. Ensuite, nous avons le caché à la vue de tous. Par exemple, Lex Luthor dans Batman, ou encore Palpatine dans Star Wars. Ici, nous avons un méchant plus subtil, particulièrement intelligent, et qui a un plan sur le long terme. Il attache une grande importance à son image et fera tout pour la conserver. Là encore, il place ses objectifs personnels au-dessus de tout le reste, mais il va avoir une approche différente, tout étant méticuleusement calculé, de façon à ce que soit cela passe pour un bienfait aux yeux de la société, soit pour que rien ne le relie aux événements. Pour ce type de méchant, les joueurs ne sont qu'un grain de sable dans sa machine parfaitement huilée. Il va souvent essayer de s'en débarrasser au plus vite, de façon expéditive. Quand cette tentative va échouer, il va mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour s'en débarrasser. Il va peut-être même chercher à les décrédibiliser, de façon à ne pas interférer avec son plan principal. Ce type de méchant permet d'apporter une touche psychologique à vos parties. Vos joueurs vont devoir faire face à une menace qui s'affiche publiquement, mais qui est très bien vue par ses pairs, et qui en plus va les mettre en porte-à-faux. Nous avons le chaotique. Par exemple, Carnage dans Spider-Man, ou encore Godzilla dans les films du même nom. Ici, nous avons un méchant qui pourrait être qualifié de plutôt simple. Il va faire le mal de façon complètement gratuite et aléatoire. Il ne portera sûrement aucun intérêt à vos joueurs, ce qui en fera une menace particulièrement difficile à contrer. Car même s'il ne va pas chercher à cacher ses agissements, il va être impossible de déterminer à l'avance qu'est-ce qu'il va faire. Ce type de méchant peut être intéressant, soit en tant que distraction lâchée par un autre protagoniste, afin de détourner l'attention des joueurs, ou alors pour déstabiliser un groupe particulièrement méthodique et ordonné. Ensuite, nous avons le chasseur, par exemple Million Knives dans Trigun, ou encore l'agent Smith dans Matrix. Nous avons là un méchant qui a un grief tout particulier contre un ou plusieurs de vos joueurs, et il va chercher à se venger par tous les moyens dont il dispose. Cela peut bien sûr prendre plusieurs formes, que ce soit de la simple élimination à la discréditation, tout en passant par la pression sur les proches. Ce type de méchant ayant un lien très fort avec vos joueurs, vous allez pouvoir jouer sur de nombreux tableaux, car la menace va être très concrète et va les cibler directement. Ainsi, vous allez pouvoir jouer sur la psychologie, sur les connexions de vos joueurs, et j'en passe. Dérivé du chasseur, nous avons le mercenaire, par exemple Deadshot dans DC Comics, ou encore le T-1000 dans Terminator 2. Ici, le méchant aura son attention focalisée sur les joueurs, et il n'aura pourtant aucun grief contre eux. Il ne fera que suivre les ordres. Généralement, il est extrêmement bon dans ce qu'il fait, et fera un ennemi redoutable. Ce type de méchant est intéressant à intégrer dans une histoire, car il va être clairement contre vos joueurs, cependant il n'aura aucun lien avec eux, créant une aura de mystère et d'incompréhension qui pourrait être particulièrement compliquée à démêler. Il peut en plus apporter un dilemme moral à vos joueurs, ne sachant pas trop comment s'occuper de la menace, car après tout s'en occuper ne risque que de reporter le problème le temps qu'un remplaçant arrive.
Ce genre de méchant vous permet de créer une suite très facilement, car la vraie menace est encore elle bien présente. Nous avons l'indicible. Par exemple, Jean-François de Morgias dans le Pacte des loups, ou encore le méchant dans la partie de Deadlands présente sur cette chaîne. Ici, nous ne sommes que témoins de la menace, sans savoir vraiment ce qu'elle est, et nous allons devoir spéculer sur sa véritable nature. Ce type de méchant est particulièrement efficace sur les scénarios à rebondissement, car vous allez pouvoir mettre bon nombre de fausses pistes, et ce sera à vos joueurs de faire la part de ce qui est vrai et de ce qui est faux. L'ennemi intérieur. Par exemple, Kaiser Soze dans Usual Suspect, ou le meurtrier dans les 10 petits nègres. Ici, le méchant fera partie intégrante du groupe et se mêlera aux autres depuis le début. Beaucoup plus adapté pour des scénarios de type one-shot avec des pré-tirés, cela va vous permettre de créer beaucoup de roleplay à table et sera sans aucun doute mémorable. Finalement, nous avons l'ennemi malgré lui. Par exemple, Mister Négative dans le dernier jeu Spider-Man, ou encore le ventriloque dans Batman. Ici, le méchant fait le mal à l'encontre de ses convictions personnelles, que ce soit un facteur psychologique ou une tierce personne qui fait pression sur lui, l'obligeant à faire ce qu'il fait. Là encore, nous avons un méchant qui va donner toute une dimension morale à notre partie, car il n'y aura pas de réponse simple au problème. On se retrouve à présent avec notre panel d'experts du Club Calliope pour savoir ce qu'ils en pensent. Et bonsoir le panel d'experts du Club Calliope, qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pour commencer cette session de questions-réponses, on va poser une première question. A-t-on besoin d'un méchant en partie? Et je vais poser la question à Monsieur Phil. Alors c'est une bonne question. Je dirais que on n'a pas forcément, on n'a pas besoin d'un méchant systématiquement, mais c'est quand même bien d'en avoir si on fait une campagne ou si on fait une série de scénarios liés. C'est bien d'avoir un méchant en fait. Pour qu'il y ait de la tension dramatique, il faut qu'il y ait une adversité. Et l'adversité peut se présenter sous la forme une catastrophe, une tempête, des éléments naturels, donc quelque chose qui n'implique pas une volonté adverse, donc ce qu'on appelle l'antagoniste ou le méchant. Cependant, le fait qu'il y ait cette volonté adverse, ça rajoute de l'intérêt parce que c'est une volonté qui va s'adapter à ce que les joueurs font et donc qui sera en un sens plus difficile à arrêter, mais en même temps c'est aussi une adversité avec laquelle on peut parlementer et donc ça apporte d'autres types de résolutions. Donc c'est bien d'en avoir un. Après c'est bien aussi de temps en temps des scénarios qui sont plus doux, où il n'y a pas véritablement de méchant et où il y a un monde qui essaie d'atteindre un but ensemble. Voilà. Ok. Après cette réponse très complète, c'est au tour de Pierre de nous donner son avis. A-t-on besoin d'un méchant en partie? Alors, je serais tenté de répondre non et de dire suivant. Tu peux. Parce que la réponse telle que je la pense, c'est non. Pour plusieurs raisons, mais premièrement, qu'est-ce qui se passe quand les joueurs sont eux-mêmes les méchants? Dans ce cas, il y a un méchant dans la partie. Oui, mais quand le méchant est le gentil, parce que c'est une des catégories de méchants que tu n'as pas cité, c'est quand le méchant a plus de, comment dire, et plus le gentil que les joueurs. Je sais pas vraiment comment le. Quand les joueurs jouent des personnages qui ont une moralité plutôt négative. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer quelqu'un qui a une bonne moralité, est-ce qu'on peut considérer un antagoniste ayant une meilleure moralité que les héros comme un méchant? Oui, on peut considérer que c'est un méchant à partir du moment où D'accord. c'est un adversaire vis-à-vis des joueurs. D'accord, ok.
Après, je pense qu'on peut s'affranchir du méchant, dans les jeux, mais après ça dépendra vraiment de l'histoire, de la manière dont tout est mis en œuvre. J'ai un avis, j'arrive pas à l'exprimer, de manière, succinct, oui. De manière développée, je laisse, cela, au suivant. Du coup, l'autre suivant, ça sera Monsieur Rock. Oui, alors, moi de mon côté, sur la question de est-ce qu'on a besoin d'un méchant dans le jeu de rôle? Je dirais que non. Un besoin, il y en a pas. Par contre, il peut servir à compléter une partie. Tout dépend bien sûr le scénario. Il y a des scénarios qui sont prévus pour recevoir un méchant et d'autres non. Voilà. Monsieur Thomas, avez-vous quelque chose à ajouter à la question? J'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai surtout paraphraser Philo qui a, je trouve, exprimé mieux que moi l'idée que j'avais développée sous forme de notes. Du coup, je pense pas qu'il y ait besoin de méchants intrinsèquement en jeu de rôle. Par contre, les interactions qu'on va avoir avec lui, notamment sur le long terme en campagne, peuvent être très intéressantes et peuvent donner des moments mémorables. Pour ma part, je pense aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir un méchant. Cela dit, c'est un outil qui est vraiment très très intéressant. Donc c'est un peu dommage de s'en passer, mais bon, après tout, c'est quand même une figure récurrente du jeu. Donc ce n'est pas vraiment un souci. Au contraire, on peut jouer de temps en temps en cherchant à s'en passer, voire en faisant croire qu'il y en a un, alors qu'il n'en a absolument pas. Si Monsieur Erebus est avec nous, je lui offre la possibilité de nous donner son avis sur a-t-on besoin d'un méchant en partie. J'ai pas entendu les premières réponses un peu tard. Moi j'aurais dit non, mais c'est quand même vachement plus facile. Ça, la réponse me convient. Monsieur Hugues. Oui, je viens juste d'arriver d'ailleurs. A-t-on besoin d'un méchant en partie? Oui ou non? Alors, Et éventuellement, je trouve pourquoi? pas forcément obligé. Ça peut être les joueurs eux-mêmes, les méchants, sans qu'ils le sachent. Et du coup, Mademoiselle Nam, un avis sur la question? Comme je passe en dernière, je pense que tout a été dit. Ce qui me venait le plus à l'idée, c'était ce côté non, le méchant n'est pas nécessaire. Enfin, pour moi, c'est pas nécessaire. Par contre, je pense qu'il est bien que les joueurs pensent qu'il y en est un. Enfin, que l'idée du méchant qui existe par un moyen divers ou varié soit dans la tête des joueurs. Non. Et du coup, on va continuer avec Mademoiselle Nam pour la question suivante. Quel est ton méchant préféré de livres, de films, de pop culture? Bref, quel est ton méchant préféré? Oh putain, c'est dur ça. Mon méchant préféré. J'avoue que j'ai un petit fait pour Thanos. En fait, oui, non, si j'ai un Alors Thanos dans les films ou Thanos dans les comics? Parce que c'est pas les mêmes. dans le film, parce que les comics, je les ai pas lus. En fait, ce que j'aime bien, c'est j'aime bien les méchants qui ont un peu le syndrome mégalo incompris. De méchants que j'affectionne bien. Parce que ouais, le mégalo incompris. Généralement, c'est un méchant que j'aime bien. Du coup, même question à Monsieur Philippe. Quel est ton méchant préféré? Je me sens piégé, je pensais que tu allais commencer par Pierre et du coup j'allais répondre en dernier et ça me laissait le temps de la réflexion. Cela étant, j'ai réfléchi à la question en amont, mais j'attendais les réponses des autres pour me donner. Si tu veux, je t'accorde un droit de passe et je reviens à toi sur la fin. Alors, je vais quand même répondre la première réponse qui m'est passée par la tête et je verrai bien si j'en trouve un autre d'ici là. La première réponse qui m'est passée par la tête, c'est GLaDOS dans la série de jeux Portal, que je conseille à chacun si vous n'y avez pas joué, et qui est
c'est une intelligence artificielle complètement folle et je trouve le personnage très drôle et très bien écrit. Voilà. C'est un bon choix, ça me plaît beaucoup. Monsieur Pierre. Alors, j'aurais tendance alors, à demander le tour parce que. Et je ne demande qu'un, parce que je sais que tu as une culture très large sur le sujet. Alors, je vais donner. Et tant qu'à faire un pas méchant. trop obscur, histoire que Alors, quand même on repère. justement, c'est pour ça, en fait, je vais donner. C'est pas vraiment ce méchant, mais c'est plus cette forme, cette conception du méchant. On va dire, oh putain, mais qu'est-ce qui nous sort ce con? L'humanité dans la série X-Men. J'ai Ok. un certain ça tient la intérêt. route. J'ai un certain intérêt pour les méchants sans visage. Pour les, Mhm. tu parlais de C'est l'ennemi vrai que intérieur. j'avais oublié de le mentionner là-dessus. Tu parlais justement du concept d'ennemi intérieur, l'ennemi qui est justement caché à l'intérieur du groupe. Mais je trouve que quand le méchant est au contraire omniprésent, à plus qu'un visage, au contraire, quand il n'a pas de visage, quand il est une masse difforme, informe, dont on peut couper l'une des têtes sans pour autant le vaincre, je trouve ça vraiment très intéressant et très fascinant. Et c'est justement une catégorie de méchants à laquelle je pensais, dont tu n'as pas parlé, c'est celle que j'appelle l'ombre. Non, j'y ai pensé, j'ai complètement oublié de l'enregistrer. Voilà. Donc C'est bien vu, t'as bien voilà. En plus, me semble-t-il que c'est un concept qui apparaît dans la quête du héros, un des Ah ouais. archétypes classiques. Ah ouais, non, mais c'est un oubli complet de ma part, vraiment. Mais voilà. Très bien fait de revenir là-dessus. C'est pas vraiment cet ennemi-là, mais c'est plus cette forme d'antagoniste, justement. Cet antagoniste que l'on voit sans voir, ou dont on entend parler sans jamais le voir, et qui peut rester présent pendant toute l'histoire, au final, sans qu'on ne voit jamais là où les têtes pensantes, parce qu'il est partout. C'est peut-être aussi de cette manière-là qu'on pourrait désigner, même si je pense qu'il doit y avoir autre chose, un peu les grands anciens dans Cthulhu, au sens où ils sont derrière tout. Ils sont là. On sait qu'ils ont créé plus ou moins, ils sont à l'origine de toute l'histoire, de toute l'intrigue auquel sont confrontés les investigateurs, mais jamais on les rencontrera, jamais on pourra les vaincre. C'est une forme d'adversaire, une forme d'ennemi que je trouve fascinant. Bon, merci pour cette précision, c'est également un très bon choix. Monsieur Rock. Alors, de mon côté, je vais citer un méchant que personne ne citerait, je pense, parce que déjà, je ne pense pas le considérer comme un méchant, mais plus un opposé du gentil, donc par conséquent le méchant. C'est Saladin dans Kingdom of Heaven, qui est comment dire, l'opposé du héros, qui va essayer d'avoir ses propres buts, qui va essayer d'y arriver à tout prix, sans vouloir faire le mal, ou en tout cas en prenant les mesures qu'il implique. Je crois que j'ai séché tout le monde. Allez, je Monsieur Thomas, votre méchant préféré. Voilà. Du coup, quand tu avais posé la question, j'ai commencé à faire une liste et je me suis rendu compte que 3 des méchants que j'avais listés donc sur les 5 premiers avaient été imaginés par la même personne, à savoir Isaac Asimov. Du coup, j'adore les méchants que crée Isaac Asimov. Tout simplement. Des gens qui aiment la science-fiction. Mais en général, c'est des méchants qui fonctionnent, qui sont basés sur un twist final, où tu comprends les tenants aboutissants du méchant en question, et et du coup, tu as une autre vision du livre, qui est complètement autre, et ça te fait remettre complètement en perspective l'aventure du héros. Très bien. Je vous conseille de lire Asimov, c'est génial. Ah bon? Ce n'est pas comme si c'était la 14e milliardième de fois.
que tu le conseillais à tout le monde ici présent. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder en accéléré le premier film Star Trek, parce que le twist final a été imaginé par Asimov et rentre typiquement dans le type de cas en question, et ça fait partie des méchants que j'ai notés dans mon top 5. Très bien. Monsieur Erebus, méchant préféré. Moi, j'aurais dit assez basique. Sauron, dans le côté méchant qui manipule avec des plans sur des dizaines et des dizaines d'années. Là, il est quand même faillible. Mhm. J'aurais été un peu triste s'il n'aurait pas été cité. Moi, j'aime bien Magneto, parce qu'en fait, le type, il est méchant, mais en fait, je peux pas m'empêcher de dire que il a raison d'être méchant, quoi. Il a vécu des trucs tellement dégueulasses que peut-être à sa place, j'aurais fait la même chose au final, donc voilà. Bon, Il est pas seulement méchant. C'est pour ça qu'il est intéressant. Débat de 3 heures quand vous revenez. Monsieur Hugues, méchant préféré. Alors j'ai réfléchi depuis tout à l'heure et j'ai rien trouvé parce que j'ai oublié les noms et qui c'était. Parfait. Non, je dirais moi. C'est vrai que c'est un méchant de qualité. Et on en est déjà à notre dernière question pour ce soir. Il y a un Damien Leroy qui est... Damien Leroy n'a pas de micro ce soir. Ah, mince. Philou, tu voulais réintervenir ou Gados te convient comme méchant préféré? Je n'ai pas d'idée géniale qui m'est venue depuis. Donc, Ok. je me contenterai de proposer un grand méchant emblématique, c'est J.J. Abrams, qui est un grand méchant et pour Star Trek et pour Star Wars. Je suis tout à fait d'accord. Allez bien. Et donc, on disait, c'est l'heure de notre dernière question. Et c'est celle où vous allez pouvoir un petit peu vous dire tout ce qui a été oublié jusqu'ici. Qu'est-ce qui fait un bon méchant dans une partie de jeu de rôle? Et on va commencer à poser la question à Monsieur Pierre. Alors, ce qui fait le bon méchant dans un jeu de rôle... Si le bon méchant, on ne fera pas cette blague en entier. Merci. On ne fera pas cette blague, même moi je la ferai pas parce que je la trouve trop utilisée. Déjà, je pense que je vais prendre. Déjà, premièrement, il faut que le méchant ait une entrée, une rencontre avec les héros qui soit marquante. Il Pour peut ça, je très vous conseille bien. la première masterclass sur le méchant. Voilà. La rencontre avec les héros fait, je pense, 30% de l'impact du méchant. Ses premiers mots, les premières choses qu'il va faire vont aller pour 30% dans l'intérêt que les héros vont porter aux méchants. Cependant, si le méchant est, ouvrez les guillemets, celui qui a donné la quête, fermez les guillemets, il ne faut pas considérer obligatoirement le moment où il a donné la quête comme la première rencontre avec le méchant, mais au contraire le moment où il apparaîtra en tant que méchant. Oui, de toute façon, c'est la révélation qui va compter. C'est la révélation qui compte. Deuxièmement, le but du méchant. Si le but est simple et bateau... Conquérir le monde. Voilà. Avec le roi des pirates. Parce qu'au-delà du but, il y a aussi la manière de le faire. Un exemple très très simple. Thanos. Thanos, dans les films, souhaite rééquilibrer l'univers, souhaite au final la paix dans l'univers. Il souhaite que tout le monde soit heureux, mais au final, il décide pour ça de tuer la moitié de la moitié des créatures vivantes dans l'univers. But louable, action mauvaise. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un
un des méchants les plus fascinants de la pop culture de manière générale. Quij? Ouais. J'ai entendu quelqu'un tousser, éternuer. Ne pas être d'accord avec moi, mais nous pourrons Ouais, en oui. rediscuter dans un débat de On va en plus discuter tard. dans un débat ultérieur. Exactement. Son but et la manière qu'il va avoir de faire. Troisièmement, bah, son design, son aspect esthétique, la prestance que le personnage pose. Et enfin, mais ça c'est un élément que j'estime assez mineur, ses capacités. Sa puissance brute, ça ne s'appliquera pas obligatoirement à tous les méchants, à tous les jeux, mais si le méchant peut avoir des compétences qui surpassent largement celles des héros, même si bien entendu les héros ont quand même un moyen de le vaincre, c'est pas plus mal. On va dire, en termes d'intérêt, selon moi, 30%, 30%, 25%, 15%. Voilà. Vous revenez, de 2 minutes en arrière et vous parce que je me rappelle plus de quoi j'ai parlé. Monsieur Rock, qu'est-ce qui fait un bon méchant? Alors moi, à l'instar de ce qu'a dit Pierre, pour moi, un bon méchant, c'est un méchant qui ne se montre pas. Un méchant qui reste dans l'ombre tout au long de la campagne. On se doute qu'il est là, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à quoi il ressemble, mais on sait qu'il y a quelque chose qui pèse sur les joueurs. On sait qu'il y a quelque chose qui leur veut du mal et qui a d'autres ambitions. Et, et pour moi, c'est ça un bon méchant. C'est quelque chose qui fait traîner le suspense jusqu'au bout. Et une fois qu'il est découvert, là, on peut clore un chapitre, quelque chose, mais il faut qu'il ait quand même des intentions louables. Pas forcément comme Thanos, qui est de réduire pour la bonne cause, on va dire, la moitié de la planète ou de l'univers. C'est même s'il a ses propres raisons, même si elles sont mineures, il faut qu'il y en ait. Il ne faut pas qu'il soit juste méchant pour être méchant, à moins que ce soit le cas du personnage. Voilà. Monsieur Thomas, qu'est-ce qu'un bon méchant? Alors, un bon méchant en jeu de rôle. Bah là, ce que je veux dire, c'est plus de manière générale d'un point de vue narratif. Je trouve qu'un bon méchant, c'est quelqu'un qui a une volonté, qui a des objectifs, qui a des idées, qui veut les appliquer, qui a une ambition. Et cette ambition va aller à l'encontre des PJ. Et si confrontation il y a, confrontation il y aura. Et c'est, je trouve, beaucoup plus intéressant qu'un random méchant dans son château à faire « je suis trop méchant ». Enfin, quelqu'un qui a... On n'aime pas les vieux sorciers. Ouais, enfin voilà. Après, qu'il soit caché, qu'il soit présent, qu'il soit classe, que ce soit un ami des PJ à la base, que ce soit un ennemi des PJ à la base, je trouve que c'est pas spécialement important à côté de ça. Pour ma part, je pense qu'un bon méchant, c'est avant tout un méchant qui va réussir à surprendre par son comportement, qui va avoir un vrai état d'esprit, une vraie mentalité, et qui du coup va pouvoir aller dans un sens auquel on ne s'attend pas. Et donc au final, je veux des méchants qui sont malins. On va faire quoi? Monsieur Erebus, qu'est-ce qui fait un bon méchant? Alors, ça sera Madame Erebus, du coup. Madame Erebus. Du coup, pour le jeu de rôle, vraiment, moi je pense que le principal intérêt du méchant, c'est qu'il soit battable. Au final, ses intentions, tout ça, ça peut être n'importe quoi, mais si on peut pas le battre à la fin, c'est juste frustrant. Enfin, genre, il t'a tué toute ta famille, tout ça, t'as envie de te venger quand même, et si au moment de prendre ta vengeance, t'es là et tu peux rien faire, c'est très très agaçant. C'est une remarque Voilà. pertinente. Et moi, j'aurais dit ses motivations, comme ça a déjà été dit. Le méchant qui a pas de vraie motivation, c'est pas forcément intéressant, surtout pour une campagne ou ce genre de choses. Pour one shot, ça peut être rigolo, mais pour une campagne, c'est intéressant.
Merci. Monsieur Hugues, qu'est-ce qui fait un bon méchant? Alors moi, plus que le contexte et tout ça, c'est plus comment il est fait en effet. Si il tient debout, s'il a une bonne psychologie, si je sens que c'est un vrai personnage, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Tout à Comme fait. moi. Au final, tu veux un méchant qui soit un vrai personnage construit et pas juste un méchant. Soit plus qu'un méchant. Oui, même s'il a des raisons qui peuvent être étranges ou illogiques. Bon, oui, du moment qu'il y a un peu de logique derrière, mais qu'il soit vraiment quelqu'un de construit et pas quelqu'un comme ça. C'est une réponse qui me plaît bien. Mademoiselle Nam, qu'est-ce qui fait un bon méchant de jeu de rôle? Bah, je vais rejoindre Madame Erebus sur l'idée que pour moi un bon méchant, c'est un méchant, je dirais pas imbattable, mais un méchant insaisissable plutôt que, enfin, je me mets à la place d'un joueur, il faut que le méchant, tu vois, il me fasse des sales coups, que malgré toutes mes actions, et ben, j'arrive jamais à l'avoir, j'arrive jamais à le coincer, il s'échappe toujours avant, ou il a toujours 3 coups d'avance. Ce qui me donne encore plus après envie de le pourchasser et de défaire ses plans machiavéliques. Donc ouais, je pense que, enfin, un bon méchant, c'est un méchant qui est meilleur que moi, quoi. Et on finit avec Monsieur Phil. Qu'est-ce qui fait un bon méchant? Il n'y a pas vraiment de réponse qui s'applique à tous les cas. Je dirais qu'un bon méchant, c'est d'abord un méchant qui a de la personnalité. C'est un peu ce que tu as dit. C'est un personnage qui marque les joueurs pour une raison ou pour une autre. Ça peut prendre différentes formes, mais c'est un méchant qui marque les joueurs. Et sinon, je dirais que c'est un méchant qui est adapté au jeu de rôle et au style de la campagne. Par exemple, moi je suis maître de jeu à Château Falkenstein, c'est un jeu qui est haut en couleur et dans lequel on a des méchants qui sont des savants fous qui redisent des plans machiavéliques, des trucs comme ça. Donc on peut avoir un méchant simple comme ça et qui est bien adapté à la campagne. Si on joue à l'appel de Cthulhu, ben là ce sera plutôt un méchant il faut pas qu'on puisse le comprendre. C'est un méchant qui échappe à notre compréhension des choses. Voilà. Et ensuite, ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on a des intrigues qui sont plus poussées, c'est surtout la relation qu'il y a entre le bon et le méchant, qui peut être une relation d'antagonisme fort. Le méchant, John le Rouge a tué ma femme, et je vais à tout prix avoir ce salopard. Mais ça peut aussi être une relation où les deux se comprennent et il y a un lien qui se tisse et où il y a une dimension affective au fait que on doit l'arrêter, mais en même temps on le comprend. Et voilà, je pense à la relation entre Charles Xavier et Magneto qui est vraiment très intéressante. Et je ne sais pas comment finir ma phrase, mais je pense que j'ai dit à peu près l'idée. Je pense que c'était assez clair pour tout le monde. Eh bien, merci panel d'experts. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel atelier jeu de rôle. Je vous dis à la prochaine